So, second and last paper of today, the afternoon, before the round table, which will be chaired by Oliver. We have Guillaume Sibertin-Blanc. Guillaume is a specialist of modern and contemporary political philosophy, post-Marxism, and relationship between philosophy and human sciences, in particular in the 20th century. He is also maître de conférence in contemporary philosophy at the University of Toulouse. He is a member of the Institut Universitaire de France and director, right, of the review Actuel Marx. Today he's going to speak about la violence sur le fil d'un homme de la nation à la voix de l'Algérie, toujours chez Frantz Fanon. Et donc, c'est parti pour une heure, comme tu sais, hein, question and answer included. Merci Filippo, merci beaucoup, merci pour l'invitation aux deux organisateurs de ces rencontres. Mon intervention vient dans la continuité très directe de l'intervention d'Alberto, et vous verrez qu'il y a aussi une petite résonance inattendue avec la question de l'hallucination qui est évoquée ce matin par Katia à propos du rêve de Spinoza sur le Brésilien noir et crasseux. Bon. Alors, je voudrais proposer quelques éléments de réflexion sur les effets de pouvoir, et donc potentiellement les effets de violence, auxquels s'attache l'acte de nommer, en adoptant d'emblée le point de vue adversatif des noms du contre-pouvoir et de la contre-violence. Autrement dit, j'aimerais interroger la question des noms, comment on appelle la violence des noms, à partir des problèmes que pose le renversement performatif de ce pouvoir de nomination. Et c'est ce que je ferai donc en revenant à certains textes de Fanon, non pas le Fanon de peau noire masque blanc, mais plutôt le Fanon d'après 56, celui directement engagé théoriquement, politiquement et professionnellement en tant que médecin psychiatre dans la lutte de libération algérienne, et qui est aussi le Fanon qui affirme avec le plus de force l'efficacité de la lutte de libération pour l'analyse théorique elle-même, dont elle remanie de fond en comble les possibilités herméneutiques et critiques. C'est bien sûr aussi le Fanon qui pose au cœur de son travail le problème des contre-nominations ou des contre-identifications par lesquelles les colonisés pourraient se reconstruire une capacité politique, cette capacité politique systématiquement niée dans les discours et détruite dans les institutions matérielles du système colonial. Alors, je procéderai en deux temps. Je reviendrai d'abord de façon forcément un peu elliptique sur certains passages des Damnés de la Terre, où Fanon s'attaque frontalement aux théories de l'école psychiatrique d'Alger et aux courants conduits sous la houlette d'Antoine Porot, grande figure de la psychiatrie coloniale française, soit l'un des lieux majeurs de fabrication des noms du Nord-Africain, comme type ethnique et racial, ou comme complexe de nature culturalisée, de culture naturalisée, et comme lieu donc, qui donne un témoignage particulièrement éloquent de la part prise par le savoir-pouvoir psychiatrique à travers ces mixtes de positivisme neurobiologique, de criminologie scientifique et d'anthropologie naturalisante, du primitivisme à la racialisation de l'indigène. Bon. Ce sont des passages, je trouve, tout à fait significatifs pour examiner le double aspect du pouvoir de nomination que Fanon attaque simultanément, et qui d'ailleurs font écho, à mon sens, à ce que présentait Oliver ce matin dans son propos liminaire, en travaillant sur l'idée du nom commun et du nom propre, comme deux aspects, disons, du pouvoir de la nomination, et éventuellement ensuite tous les jeux d'hybridation, d'utilisation d'un nom commun comme un nom propre et inversement. Deux aspects donc de ce pouvoir de nomination que Fanon attaque, c'est la nomination comme acte de catégorisation, et donc d'assignation à une classe logique, d'où découlent des possibilités d'attribution, d'imputation, de propriété, de tare, de déficience, d'atavisme, d'incapacité, etc. Donc c'est la nomination comme opération d'inclusion d'individus ou de groupes dans un champ de savoir, ou Foucault dirait dans un champ de savoir-pouvoir. Et c'est, d'autre part, la nomination comme acte d'identification au sens subjectif du terme, d'assignation identitaire, d'interpellation des individus en sujet, appelés à se reconnaître dans ce nom et à s'attribuer eux-mêmes les stigmates dont on les affuble en vertu de ce marquage symbolique. Alors c'est les deux aspects que Fanon attaque dans la psychiatrie coloniale de l'école d'Alger. D'un côté, il s'agit bien de critiquer ses prétentions épistémiques, mais il s'agit aussi d'armer un travail de désidentification que les combattants algériens eux-mêmes ont à mener sur eux pour se déprendre des noms
à la fois des catégorisations donc, et des points d'interpellation dans lesquels ils sont subjectivés. Ce qui ne va pas pour un Fanon dont je voudrais souligner ici l'intelligence non seulement politique mais aussi clinique, sans convoquer une situation très spécifique du texte fanonien par rapport à son destinataire. Donc c'est le premier aspect que j'aimerais développer un petit peu. Et j'essaierai d'en venir en un second temps, assez rapidement, à l'observation suivante. C'est qu'il me semble que lorsque Fanon s'interroge sur la question du pouvoir de la nomination, il le fait d'abord, c'est assez massif, bon, à l'intérieur d'une certaine logique narrative apparemment univoque. On pourrait dire que toute la dialectique à la fois phénoménologique et historique que reconstruit Fanon, lorsqu'il reconstruit dans Les damnés de la Terre la grande fresque en quelque sorte de l'émancipation, du processus de la libération et de la décolonisation, il le fait dans une courbe qui nous conduit en gros d'une situation de ce qu'on pourrait appeler une hétéronomination, ou une nomination hétéro-référentielle, c'est la situation où on est nommé par un autre, à une situation d'autonomination ou de nomination sui-référentielle, comme dirait Benveniste, dont la nation va être le signifiant maître, le nom de la nation n'étant pas un nom parmi d'autres, mais bien le point de bascule de l'aliénation dans l'autonomie, ou l'opérateur de renversement du nom imposé par l'autre colonisateur en un nom d'autoposition et d'autoconstitution d'un nouveau sujet politique. Bon. Ce que je voudrais faire, absolument que je boive de l'eau, c'est essayer de montrer qu'en réalité, la sensibilité clinique de Fanon court-circuite en permanence cette représentation très linéaire. Bon. Et qu'à l'intérieur même du processus de la constitution du sujet anticolonial, l'écriture même de Fanon, à la fois son style et ses stratégies d'écriture, mettent en jeu quelque chose comme un travail du symptôme qui vient réintroduire de l'hétéronomie, en quelque sorte, dans le travail de l'autonomination du sujet de libération. Voilà pour l'annoncer de façon très obscure et opaque, mais tout ça, j'espère, va s'éclaircir au fur et à mesure. Pause. Alors, je repars donc des damnés de la Terre. Encore une fois, en suivant l'idée qu'on a affaire non seulement à un grand livre politique, mais on a un livre aussi qui est une grande analyse clinique de la subjectivité décoloniale. Et le point ici qui m'intéresse, c'est de regarder les passages de Fanon, où Fanon soit parle en tant que psychiatre, et de fait il était psychiatre engagé dans le mouvement de libération, dans lequel il assurait des fonctions de clinicien et de veille, disons, sanitaire. Mais en m'intéressant aussi au passage où Fanon ne paraît pas parler de clinique, mais parle bien donc de politique, et pourtant où quelque chose de l'ordre du symptôme travaille dans son texte. Alors, je repars du premier aspect que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au cœur du travail de Fanon, de la réflexion de Fanon, de son travail théorique, disons, tel qu'il se matérialise dans Les damnés de la Terre, le problème est celui d'un certain travail de désidentification auquel doivent se livrer les combattants algériens. Je crois ici qu'il faut en particulier souligner la situation d'adresse que l'analyse fanonienne mobilise à cet égard. Et du même coup, il faut prêter attention au type d'espace transférentiel que son texte déploie entre les lecteurs auxquels il se destine et ces mêmes destinataires, mais cette fois-ci construits en tant que personnages sur la scène d'écriture de Fanon. C'est-à-dire Fanon, évidemment, s'adresse à des types, en gros, c'est des militants et des combattants algériens, et en même temps, il met en scène, il reconstruit ses destinataires sur la scène de son écriture. Il fabrique le personnage comme personnage discursif, personnage narratif aussi, comme acteur, en quelque sorte, dans ses propres analyses. Lorsque le Fanon psychiatre systématise une réinterprétation politique des symptomatologies décolonisées, pour aller à l'encontre du codage naturalisant et racialisant qu'avait imposé la neuropsychiatrie de l'école d'Alger, Fanon n'entend pas ici démystifier une psychiatrie qui serait simplement interpellée dans l'abstraction décontextualisée d'une science, d'une pure science. Bon. Fanon intervient au contraire dans un dispositif d'adresse qui a pour destinataire non pas le corps médical, pas même les malades, mais le militant. Ce militant, écrit Fanon, qui a quelquefois l'impression harassante qu'il lui faut ramener tout son peuple, le remonter du puits, de la grotte, et qui s'aperçoit très souvent qu'il lui faut non seulement faire la chasse aux forces ennemies, mais aussi au noyau de désespoir cristallisé dans le corps du colonisé. Enfin, une citation qu'on trouve un peu plus loin, un militant qui œuvre au combat victorieux d'un peuple, non seulement comme au triomphe de ses droits, mais comme au processus par lequel ce peuple recouvrira densité, cohérence et homogénéité.
En un mot, le militant auquel se destine le discours de Fanon est aussi une instance clinique. C'est bien sûr un acteur politique, mais c'est aussi une instance qui est chargée d'occuper à sa manière une fonction clinique à l'intérieur même du processus politique, fût-ce au risque de faire fusionner cette fonction clinique avec la fonction militante du combat politique. Seulement, la façon dont ce qui tend ici à s'unifier en une seule et même instance, donc clinico-politique, si on veut, ne va pas sans ménager en même temps toute une série d'écarts dans le texte de Fanon, écarts qui, entre investissement clinique du travail politique, d'une part, et investissement politique du souci clinique, d'autre part, permet de les reproblématiser l'un par l'autre. Je pense en particulier d'abord à l'écart dialectique qui confronte l'intervention décoloniale dans les savoirs cliniques à la fonction prise par le pouvoir psychiatrique à l'entreprise de domination coloniale. Bon. C'est ce que j'évoquais préalablement, concernant toute la grande strate de discours, disons, de la psychiatrie coloniale, comme matrice discursive centrale pour la racialisation de l'indigène. Et de ce point de vue-là, comme un savoir qui fait partie prenante du processus de colonisation. On peut souligner ici la façon dont le texte de Fanon, en venant se placer dans la continuité narrative avec les réunions des militants, avec le type de paroles qui y circulent et avec le travail d'auto-élucidation que les militants devraient y mener, ce faisant donc, en venant se placer dans cette continuité-là, le texte de Fanon en prolonge l'effet transférentiel de désidentification vis-à-vis de ce que Fanon appelle les prétendues vérités installées dans la conscience du colonisé par l'administration civile coloniale, à commencer par ces noms et ces imagos judiciaro-psychiatriques forgés par la psychopathologie et la criminologie scientifique. C'est le nom du Nord-Africain criminel né, menteur né, voleur né, paresseux né, etc. etc. Le Nord-Africain est né beaucoup de choses dans la psychiatrie coloniale. Or, cette sorte de délégation de l'opération clinique aux militants induit des effets très complexes qui doivent être analysés, je crois, à deux niveaux simultanément. D'un côté, c'est bien la tâche de transposer sur le plan du socius et du combat politique ce que la psychiatrie coloniale avait biologisé ou psychologisé. Il s'agit, suivant l'expression de Fanon, de déconstruire les noms et les identifications vécues sur le plan du narcissisme en les reproblématisant sur le plan de l'histoire coloniale. Mais d'un autre côté, et simultanément, le problème est d'ouvrir un champ analytique sur ce qu'on pourrait appeler les investissements narcissiques de la lutte politique elle-même, à commencer par les investissements narcissiques des noms ou des signifiants clés et des constructions narratives qui les articulent, constructions et noms dans lesquels les agents se procurent une intelligibilité du processus politique dans lequel ils sont engagés. Je l'illustrerai simplement de un ou deux exemples, en revenant sur ce travail d'élucidation que les militants ont à effectuer sur eux-mêmes. Tout ce travail trouve d'abord son enjeu central, souligne Fanon, dans le fait qu'il n'y a aucune conversion mécanique des progrès de la lutte de libération en lucidité de la conscience qui s'en reconnaîtrait comme le sujet. Si cette lutte consiste d'une manière ou d'une autre à rompre toujours plus irréversiblement avec la situation coloniale initiale, cette situation où le peuple colonisé se trouvait réduit, écrit Fanon, à un ensemble d'individus qui ne tirent leur fondement que de la présence du colonisateur, Fanon souligne tout autant l'importance de ne pas attendre que la nation produise de nouveaux hommes. C'est une formule de Fanon. Il ne faut pas attendre que la nation produise de nouveaux hommes. Par là, Fanon, évidemment, épingle un objectivisme qui serait aveuglement confiant dans les bienfaits futurs d'un État indépendant. Il s'oppose tout autant à un spontanéisme qui parierait sur l'idée que, en perpétuel renouvellement révolutionnaire, les hommes insensiblement se transformeraient. Fanon attire surtout l'attention sur la vigilance qu'appelle ce déplacement sur une nouvelle figure du grand autre. Non plus le colonisateur que l'on combat, mais la nation pour laquelle et au nom de laquelle on combat. La nation, le nom de la nation, qui sera d'autant plus investi qu'on en tirera le nouveau fondement symbolique de notre être même. Seulement, cette vigilance, à son tour, ne va pas sans difficulté, et le texte peut lui-même le faire entendre par-delà ce que Fanon en dit explicitement. Si on se prête ici à une lecture symptomale, vous allez voir d'ailleurs assez rudimentaire, parce que les formules de Fanon sont par elles-mêmes très éloquentes,
Ainsi, lorsqu'il écrit que, je cite, « La pratique révolutionnaire, si elle se veut globalement libératrice et exceptionnellement féconde, exige que rien d'insolite ne subsiste, au prix d'un débordement maniaque qui fait ressentir avec une particulière force la nécessité de totaliser l'événement, de tout amener avec soi, de tout régler, d'être responsable de tout. » Ça, c'est la tonalité maniaque, disons, disons c'est vraiment l'oreille du clinicien qui parle lorsqu'il évoque le rapport des colonisés en lutte, des combattants, au nom de la nation qu'il s'approprie. Ce que Fanon laisse ici dans l'implicite, disons, de ses propres formulations, ressurgit ailleurs en pleine lumière. On peut prendre comme second exemple l'importance assez fameuse qu'il donne au problème des constructions écrans. Ce problème est central dans le démontage du stéréotype de l'impulsivité criminelle du Nord-Africain, dans la dernière section des Damnés de la Terre. Il est en fait déjà au cœur de la dialectique de la contre-violence du colonisé, dans le premier chapitre, qui détaillait déjà la variété des mécanismes au moyen desquels, par déplacement ou par identification projective, la violence anticoloniale était régulée, vacuolisée et détournée sur des objets substitutifs mettant à l'abri les agents réels de l'oppression. Ces objets substitutifs, ces écrans, c'est d'abord le corps même du colonisé, dans des formes d'auto-agression nerveuse et musculaire dont Fanon souligne souvent la tension spectaculaire. Ce sont des pratiques plus ou moins ritualisées, prélevées sur des dispositifs cultuels et notamment magico-religieux. Et enfin et surtout, l'objet dérivatif par excellence, c'est l'autre algérien. C'est l'autre imaginaire dans le miroir du même, tel que, écrit Fanon, chacun sert d'écran à l'autre et que chacun cache à l'autre l'ennemi national, les deux Algériens s'agressant mutuellement dans une sorte d'autodestruction collective. Et Fanon de préciser que c'est justement le reflux de ces conduites autodestructrices, on pourrait dire des conduites hétéro-suicidaires, au cours de la lutte de libération nationale, qui permet rétroactivement leur réinterprétation critique comme des produits des impasses dans lesquelles le régime colonial plaçait les colonisés. Sur cette base, et là on va retrouver notre question des noms et de l'ambiguïté, disons, ou de l'équivocité qui travaille le pouvoir de nomination dans le processus de décolonisation, sur cette base, le texte de Fanon travaille sur une remarquable ambivalence. D'un côté, tout le récit phénoménologique de la désaliénation ou de la démystification de la conscience charge la lutte de libération de briser toutes ces constructions écrans, de lever ces techniques inconscientes d'évitement pour, écrit Fanon, enfin voir l'obstacle. Voir l'obstacle tel qu'en lui-même, sans voile, sans phrase, on dirait volontiers sans histoire et sans nom. Bref, Fanon charge ici la lutte de libération de détruire tous les semblants pour faire surgir les véritables protagonistes, dit Fanon. Ça serait enfin la rencontre du réel, en quelque sorte, à l'état brut, dans le visage de l'ennemi vrai. C'est le fameux passage, par exemple, de Fanon. On assistera au cours de la lutte de libération à une désaffection singulière pour ces pratiques d'évitement, le dos au mur, le couteau sous la gorge, ou pour être plus précis, l'électrode sur les parties génitales, le colonisé va être sommé de ne plus se raconter d'histoire. Après des années d'irréalisme, après s'être vautré dans les fantasmes les plus étonnants, le colonisé, sa mitraillette au poing, affronte enfin les seules forces qui lui contestaient son être, celles du colonialisme. Le colonisé découvre le réel. Question évidemment de savoir quel est le nom de ce réel, c'est-à-dire est-ce qu'on peut encore le nommer. Justement, dans le même temps, l'effondrement des constructions écrans ouvre sur une toute autre narration, beaucoup plus problématique sans doute, mais qui n'est rien d'autre que l'ensemble de la dialectique politique que Fanon développe tout au long des chapitres 2 et 3 du livre. C'est la dialectique de la lutte, de ces organisations et de ces masses, de ces rapports de force internes et externes, de ces rationalités et de ces mots d'ordre. Très important l'analyse des mots d'ordre dans les damnés de la Terre. Tout ce qui apportera finalement une réponse à la question de savoir quelles sont les forces qui, dans la période coloniale, proposent à la violence du colonisé de nouvelles voies, de nouveaux pôles d'investissement, écrit Fanon. En un mot, de nouveaux objets et de nouveaux buts. Alors, loin du vis-à-vis translucide avec un réel sans nom et sans phrase, un réel brut enfin débarrassé de ses écrans fantasmatiques et de ses dérivatifs magico-religieux, c'est bien encore dans l'élément des nominations litigieuses et des identifications conflictuelles que progressera la subjectivité anticoloniale. Le colonisé est sommé de ne plus se raconter d'histoire, mais c'est encore par le moyen d'une histoire que Fanon écrira les aléas, les déplacements, les rémanences, les incertitudes de cette sommation elle-même.
Et finalement, loin de faire surgir les véritables protagonistes, comme l'écrivait Fanon, toute sa narration n'aura de cesse d'en complexifier les noms, d'en différencier les figures, à travers les transformations des lignes d'antagonisme, avant comme après l'indépendance, au point de frapper après coup la brutale rencontre inaugurale du réel, de la troublante irréalité d'un nouveau semblant. Bon. Par là, évidemment, on pourrait simplement considérer que Fanon est un dialecticien très conséquent, hein. C'est-à-dire qu'il met en scène et en jeu, par sa narration théorique, des figures d'abord abstraites qui, au fil du processus qu'il expose, vont être déposées ou recomplexifiées, reposées sous des formes plus différenciées. Cette lecture, je dirais simplement dialectique, elle est déjà très riche sans doute, bon, à mon sens minimiserait ce qui s'inscrit justement sur la surface clinique du texte de Fanon, qui est une surface où le temps narratif du processus de libération et de sa conscience coexiste avec des temps de rémanence, de fixation et d'après-coup, affectant le jeu des nominations et des identifications qui en découlent, d'une indépassable équivoque, laissant subsister, sous l'apparente positivité pleine des véritables antagonistes, la surdétermination de leurs signifiants et les déplacements incessants de leurs représentants au fil du conflit. Je dois passer vite pour arriver à mon deuxième point, mais on pourrait évoquer, si vous voulez, dans les discussions, le premier exemple que donne Fanon dans le dernier chapitre des Damnés de la Terre, qui est vraiment le chapitre clinique, en fait, où Fanon évoque un traumatisme d'un ancien militant combattant dans une colonie africaine, et qui illustre très bien, justement, ce mécanisme de surdétermination du jeu des noms. Alors, ce que ces premières remarques suggèrent, pour aller au plus court, c'est finalement la manière dont, au point de transaction, ou de transfert, ou de translation entre le souci clinique et le combat politique, pourrait être envisagé un investissement clinique de la fonction politique elle-même. Et c'est du même coup poser la question de savoir comment, en pratique, on pourrait donner place à un espace analytique, un espace psychanalytique, si vous voulez, qui, étant intégré au travail d'élucidation que les militants ont à mener sur eux-mêmes, serait à même de leur rendre audible le travail impolitique du symptôme, le travail non politisable du symptôme, au risque de déconstruire la cohérence du récit politique de la conscience décoloniale, ou en tout cas au risque de complexifier de beaucoup la dialectique phénoménologique et historique de son développement. J'en prendrai ici un exemple supplémentaire qui me conduira au dernier temps de mon exposé qu'annonçait mon titre, et la question de l'hallucination chez Fanon et dans sa conception de la dynamique de lutte décoloniale. Je reviens donc sur un exemple qui illustre très bien, je crois, ce que j'appelais à l'instant le travail impolitique du symptôme. Un travail du symptôme immanent à la lutte politique et à la possibilité même de son inscription discursive. L'enjeu central du travail d'auto-élucidation des combattants algériens tient pour Fanon au fait, pardon, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est ce point-là auquel je voulais arriver. Bon. Le point qui a d'ailleurs été souvent relevé pour les lecteurs de Fanon, c'est l'équivocité du nom même de la nation. Je disais, la nation, c'est ce signifiant maître, ce n'est pas un nom parmi d'autres, c'est le nom qui permet de passer d'un registre de nomination à un autre. La nation, ici, évidemment, dans le nationalisme de libération. Le nom qui permet de passer d'une hétéronomination à une autonomination. Toute la difficulté pour Fanon réside dans le fait que la nation est d'abord un pur signifiant vide. Toute la dialectique développée dans les Damnés de la Terre consistant précisément à montrer la circulation et le changement à la fois de forme et de contenu de ce signifiant au fil du conflit, au fil des luttes. Le nom de la nation, de ce point de vue-là, apparaît absolument inséparable des contextes discursifs et des agencements collectifs d'énonciation qui le mobilisent, attachant ce nom à des actes de parole, à des effets illocutoires, tant sur ceux qui produisent ces actes de parole que sur ceux qui sont interpellés comme leurs destinataires. On en a un exemple très clair, par exemple, lorsque Fanon analyse l'appropriation, c'est question politique centrale pour lui, l'appropriation du nom de la nation par les masses paysannes, alors que ce nom avait d'abord été lancé en quelque sorte dans le marché discursif de la politique anticoloniale par plutôt l'intelligentsia urbaine, les cadres des partis politiques nationalistes, bref, les intellectuels urbanisés. Soit à ce moment précis,
qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs une troublante transposition de la phénoménologie hegelienne de la certitude sensible, où le signifiant national, le nom de la nation, ou mieux la capacité de la nation à se nommer elle-même, cesse d'être monopolisé donc par les intellectuels urbanisés et se voit approprié par les insurrections paysannes, sorte de jacquerie en Algérie, écrit Fanon, attestant partout où elles éclatent de la présence ubiquitaire et généralement dense de la nation. Je cite Fanon, « Sur chaque piton, un gouvernement en miniature se constitue et assume le pouvoir. Dans les vallées et dans les forêts, dans la jungle et dans les villages, partout, on rencontre une autorité nationale. Chacun, par son action, fait exister la nation et s'engage à la faire localement triompher. Nous avons affaire à une stratégie de l'immédiatement totalitaire et radicale, de l'immédiateté totalitaire et radicale. Le but, le programme de chaque groupe spontanément constitué est la libération locale. Si la nation est partout, alors elle est ici. Un pas de plus, et elle n'est qu'ici. » Bon, évidemment, Fanon, dans la suite de l'analyse, va montrer à quel point ce moment spontanéiste, à la fois nécessaire dialectiquement et en lui-même, évidemment, tout à fait insuffisant et doit relancer des formes politiques et de subjectivation politique, du même coup, tout à fait nouvelles. Bon. Alors, je retiens simplement de cette observation générale la remarque que le texte de Fanon ne se contente pas de mettre en scène et de construire des personnages conceptuels, si vous voulez, qui sont évidemment en même temps des personnages politiques et historiques. L'écriture de Fanon est en même temps une écriture, on pourrait dire, glossolale. C'est une écriture qui fait parler, c'est-à-dire qui fait entendre des voix. Je crois que c'est très difficile de lire Fanon si on n'est pas sensible à la dimension proprement hallucinatoire, en fait, de son texte. C'est-à-dire, on entend en permanence des voix en lisant Fanon. Ça n'avait pas échappé à Sartre, qui écrivait que, je cite, « Le tiers-monde se découvre et se parle par cette voix ». Non seulement la voix de Fanon, mais en réalité toutes les voix décolonisées, encore une fois elles sont multiples, comme est multiple le sens du nom de la nation, toutes ces voix décolonisées qui se font entendre et qui font entendre leur diffraction dans la polyphonie complexe et mouvante du texte fanonien, dont le registre de discours indirect libre est de ce point de vue-là absolument capital. Bon. On pourrait dire que de ce point de vue-là, les damnés de la Terre rejouent effectivement cette structure de pensée qui est aussi un procédé d'écriture et d'énonciation inauguré par la phénoménologie de l'esprit. Le texte de Hegel faisant jouer, comme l'écrivait Balibar il n'y a pas très longtemps, faisant jouer implicitement dans le texte, par les seuls moyens de l'écriture, une pluralité de voix inhérente au mouvement phénoménologique, ou réalisant son ambition de faire parler le sujet même dont elle nous présente la constitution et l'histoire, c'est-à-dire, si l'on veut, la conscience, das Bewusstsein, en passe ici de se transformer en Selbstbewusstsein. Seulement, et c'est le point auquel je veux arriver, j'ai pas regardé l'heure de départ, j'ai encore 10 minutes. Oui. Seulement, voilà, je crois que Fanon est à la fois beaucoup trop clinicien et beaucoup trop matérialiste pour laisser tout à fait indéterminée la nature de cette voix que son texte même met en jeu ou met en œuvre. Il s'intéresse au contraire de très près, dans certains textes, aux sources sociales, historiques, politiques, mais aussi, vous le verrez dans un instant, aux sources techniques et même pulsionnelles de ces voix qu'il fait entendre. Et, parmi toutes ces voix, cette voix décisive entre toutes au mouvement de libération nationale, qu'est précisément la voix de la nation. Autrement dit, au problème politique de constituer la nation comme sujet d'énonciation, comme sujet d'autonomination, à savoir le mouvement de libération nationale comme ce mouvement par lequel quelque chose comme la nation se constitue en se nommant elle-même, correspond sur le plan à la fois matériel et pulsionnel le problème de constituer un objet invocatoire, un objet oral, à savoir quelque chose comme une voix nationale. Ce problème, il n'est pas abordé par Fanon dans Les damnés de la Terre, il est abordé 2 ans plus tôt dans un chapitre de L'Enceinte de la Révolution, un chapitre qui s'intitule « La voix de l'Algérie, point de suspension », qui est une formule, c'est à la fois un syntagme nominal, et c'est en même temps l'abrégé du nom d'une chaîne de radio, La voix de l'Algérie combattante, qui émerge au milieu des années 50, et dont Fanon fait précisément l'analyse dans ce texte. Alors, c'est le dernier point que j'aimerais évoquer. Donc j'aimerais simplement rappeler quelques motifs de façon un peu impressionniste comme ça sur ce texte, en gardant à l'esprit donc l'idée que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire que ce texte a, à mon sens,
on pourrait dire, une signification métathéorique pour Fanon. Le texte a un objet très concret, c'est comment les militants algériens s'approprient le dispositif radiophonique dans le processus de libération nationale. Comment la radio fait intrusion dans la société algérienne immédiatement avec une charge politique très, très forte. Mais c'est un texte qui a aussi une signification métathéorique parce que c'est un texte qui porte précisément sur la question de la voix et de la production de la voix dans l'espace politique. Et ça touche donc du même coup aussi le statut du discours fanonien en tant qu'il doit mettre en scène des voix politiques et les faire entendre. Là, on doit tenir compte non seulement d'un problème de la performativité de la nomination générale, mais le problème de l'efficacité performative des textes de Fanon lui-même, qui évidemment est écrit sous conjoncture, comme dirait Althusser. Donc il est écrit aussi avec l'intention de produire une efficacité par ces textes. Donc voilà, j'insisterai du même coup une dernière fois sur l'articulation clinico-politique que j'évoquais pour commencer. Je crois que le texte « La voix de l'Algérie » donne une nouvelle illustration des points d'ambivalence, disons, qu'aménage l'écriture fanonienne entre la dialectique de politisation qu'expose son texte, sur le plan, disons, de sa présentation manifeste ou de sa signification manifeste, et les points impolitiques du travail du symptôme, qui agit de façon décisive dans cette dialectique, sans pourtant être lui-même maîtrisable ou rationalisable par les acteurs politiques eux-mêmes. Alors, l'expérience des radios libres, évidemment, Fanon n'ignore pas qu'elle ne surgit pas ex abrupto dans l'Algérie en guerre. Il évoque, bien sûr, toute une expérience proprement européenne de l'appropriation politique de la radio à des fins de résistance. Il mentionne par exemple les radios libres pendant la Seconde Guerre mondiale. Seulement, la situation singulière de l'Algérie coloniale, selon Fanon, tient au fait que le point de départ, c'est une résistance farouche de la société algérienne à utiliser la radio. Et donc, c'est à la fois la rapidité et la brutalité, en quelque sorte, de la mutation technologique de la société algérienne au regard de la technique médiatique, disons, de la radio, qui d'abord retient son intérêt. En Algérie, avant 1945, écrit Fanon, la radio, en tant qu'instrument technique d'information, se multiplie dans la société dominante. Elle est alors assimilée à la fois à un moyen de résistance chez les Européens isolés et à un moyen de pression culturelle sur la société dominée. Du côté du colon, explique Fanon, Radio Alger est un dispositif paranoïaque. Il ne le dit pas comme ça, mais vous allez voir que c'est exactement ce dont il est question. Radio Alger est un dispositif paranoïaque, c'est-à-dire un dispositif qui permet de maintenir un moyen d'homogénéité discret contre la menace, un noyau d'homogénéité discrète contre la menace permanente du métissage, de l'arabisation, de la dissolution dans le milieu indigène, étranger et hostile. Ça, du point de vue donc de l'Européen de la colonie. Dans les fermes, écrit Fanon, la radio rappelle aux colons la réalité d'un pouvoir et dispense par son existence même sécurité, sérénité. C'est la colonisation poursuivie par d'autres moyens, à l'échelle domestique et psychologique. Radio Alger fonde le droit du colon et renforce sa certitude dans la continuité historique de la conquête, donc son exploitation agricole. La musique de Paris, les extraits de la presse métropolitaine, les crises gouvernementales françaises constituent une toile de fond cohérente où la société coloniale puise sa densité et sa justification. Les blédards de la colonisation, les aventuriers défricheurs le savent bien, qui ne cessent de répéter que, ouvrez les guillemets, sans le pinard et la radio, nous nous serions déjà arabisés. Donc la radio est d'abord un mécanisme, c'est un rempart protecteur en quelque sorte, pour les colonisateurs. En revanche, du côté des Algériens, la valeur négative qui est donnée au poste radio est d'abord celle d'une indifférence, un désintérêt morne pour ce morceau de présence française, écrit Fanon. C'est quelque chose comme une résistance passive à cette radio Alger, dont l'humour algérien résume l'esprit par la formule « des Français parlent aux Français ». Bon. Ici comme ailleurs, dans le texte de Fanon et dans la pensée de Fanon en général, c'est le passage à la résistance active qui va ouvrir rétroactivement une herméneutique capable d'élucider les résistances sourdes qui opéraient déjà dans la situation de colonisation réussie. Il y faut bien sûr toutes sortes de circonstances extérieures, je m'y appesantis pas. Fanon souligne le fait que la radio intervient aussi dans non seulement une lutte de décolonisation en Algérie, mais dans un contexte décolonial qui est lui-même transnational, et où du coup le récit peut provenir d'expériences de décolonisation
à l'étranger. Bon. Et la radio ici, évidemment, fonctionne d'abord et essentiellement comme un moyen d'information, bon, très, très simplement. Hein. À l'occasion des premières escarmouches en Tunisie, que le peuple algérien ressent, c'est à l'occasion des premières escarmouches en Tunisie, écrit Fanon, que le peuple algérien ressent la nécessité d'augmenter son réseau d'information et que se définissent des attitudes nouvelles face à cette technique précise de l'information. On pourrait dire que le premier point qui intéresse Fanon, c'est d'abord, avec la radio, l'émergence d'un nouveau rapport ou d'un nouveau problème général des pratiques de la vérité pour le colonisé. Hein. Fanon insistant beaucoup sur le monde colonial, le monde du colonisateur comme un monde de mensonges permanents. Bon. Donc le problème de la véridiction, disons, qui était jusqu'alors purement et simplement forclos, réémerge et se matérialise immédiatement dans un désir de radio. Bon. De ce point de vue-là, Fanon, c'est un des aspects, une de ses tendances très certainement de sa pensée, c'est un Fanon, disons, on pourrait dire moderniste, hein, c'est-à-dire un Fanon qui s'attache à montrer comment la lutte de libération, en débarrassant la société coloniale de l'inertie de ses structures traditionnelles et de ses écrans magico-religieux que j'évoquais tout à l'heure, dresse les colonisés face au défi, en quelque sorte, de se réapproprier les rationalités et les technologies forgées par la modernité occidentale, tout en renversant la destination ou en réinventant les potentialités émancipatrices. Bref, c'est le Fanon moderniste au sens où il prête souvent, et même très souvent, à la lutte de libération comme telle, au processus de politisation décoloniale, une puissance de rationalisation de la société en voie de décolonisation. Bon. C'est là que fait intrusion, 4 pages avant la fin de l'article de Fanon, quelques considérations qui viennent complètement déstabiliser cette représentation-là. Ça s'ouvre d'abord par une observation, encore une fois, d'un Fanon psychiatre. Fanon remarque qu'avant 1954, les comptes rendus cliniques faisaient souvent état de la présence fréquente de voix radiophoniques dans les symptômes psychotiques, dans les délires, surtout dans les hallucinations auditives. Les comptes rendus, les monographies, les constructions de cas psychiatriques faisaient état de voix agressives, hostiles, persécutrices, témoignant à l'état vif du syndrome morbide, la valence oppressive de la radio perçue comme une matérialisation de la voix de l'occupant en personne. Des voix métalliques, blessantes, injurieuses, désagréables. Toutes ces voix, écrit Fanon, ont toutes chez l'Algérien un caractère accusateur, inquisitorial. La radio, au niveau de l'individu normal, déjà appréhendé comme modalité de l'occupation, comme type d'invasion violente de l'oppresseur, prend dans le domaine du pathologique des significations hautement aliénantes. Bref, le mécanisme psychopathologique exhibe, en le grossissant, la situation normale du colonisé, pour lequel la voix entendue à la radio n'est pas indifférente, n'est jamais neutre, mais est la voix de l'oppresseur, la voix même de l'ennemi. Bon. Alors, seulement, après 1954 et surtout après 1956, là où à partir du moment où le processus de politisation s'amplifie, ce qui s'observe, note Fanon, ce n'est pas du tout une disparition de ces symptômes hallucinatoires. Au contraire, ce que pointe Fanon, c'est le fait que l'appropriation révolutionnaire de la technique radiophonique transforme l'économie subjective au point de transformer les hallucinations elles-mêmes. La voix radiophonique tend à être de moins en moins un mauvais objet anxiogène et maudit. Le poste-récepteur, la radio, écrit Fanon, perd de leur coefficient d'hostilité, se dépouille de leur caractère d'extranéité et s'organise dans l'ordre cohérent de la nation en lutte. Dans les psychoses hallucinatoires, à partir de 1956, les voix radiophoniques deviennent protectrices, complices. Les insultes et les accusations disparaissent et font place aux paroles d'encouragement. La technique étrangère, digérée à l'occasion de la lutte nationale, est devenue un instrument de combat pour le peuple et un organe protecteur contre l'anxiété. Bon. Évidemment, on pourrait considérer que ce que raconte Fanon ici peut intéresser un clinicien, mais n'a qu'un rapport très indirect avec le problème de l'instrumentalisation politique de la technique radiophonique aux fins d'information, de propagande et de coordination de la résistance algérienne. En fait, Fanon lui-même suggère qu'un processus de type hallucinatoire vient au contraire travailler au cœur même de cette appropriation politique elle-même. Au cœur de cette appropriation politique, dont l'hallucination forme pour ainsi dire l'envers ou le double inextricable, comme si se révélait ici, dans la voix de l'Algérie, comme voix radiophonique, un objet pulsionnel témoignant de l'impossibilité pour la politique de maîtriser ses propres conditions. Je songe à ce moment en particulier où Fanon évoque la riposte de l'armée française à l'usage de la radio par les militants algériens. Il y a d'abord l'interdiction de la vente de radio, c'est le plus simple,
C'est l'interdiction du commerce de piles de rechange. C'est très facile, évidemment, quand la radio est utilisée dans les villages où il n'y a pas d'électricité. Et enfin et surtout, et c'est le point qui m'intéressera ici pour terminer, c'est le brouillage des ondes. Et là, Fanon dit quelque chose de très étrange. Il dit, loin d'affaiblir l'efficacité politique de la voix radiophonique, le brouillage des ondes, qui va rendre proprement inaudibles bien souvent les récits ou les nouvelles transmises aux militants par le canal La Voix d'Algérie, loin de perdre en efficacité, donc au contraire va recevoir une efficacité redoublée et accrue. Bon. Comment ça procède? En 2-3 points. D'abord, remarque Fanon, à partir du moment où la voix, comme il le dit par un raccourci qui est vraiment intéressant, c'est la voix, une espèce de voix omniprésente, comme ça. À partir du moment où la voix est brouillée, c'est la scène de l'affrontement elle-même qui se communique en quelque sorte et se déplace le long des ondes et qui vient s'incarner dans la situation matérielle la plus immédiate et la plus prosaïque du corps à corps entre le poste de radio et l'Algérien en train d'écouter la radio. Pourquoi ? Parce que pour contourner le système de brouillage de l'armée française, les combattants algériens ont l'idée d'utiliser plusieurs ondes simultanément, de diffuser l'émission en sautant, en changeant de canal. Et du coup, l'opérateur de radio est obligé pendant 2 ou 3 heures d'affilée de changer en permanence de chaîne. C'est-à-dire qu'il incorpore en fait dans son corps, dans sa gestuelle, dans tout son système kinesthésique et musculaire, il incorpore en fait la tactique même de contournement de l'ennemi. C'est-à-dire c'est la scène complètement domestique dans la salle où il est en train d'écouter son poste de radio qui devient une scène de combat, dont l'objet même, l'objet d'un combat, dont l'objet même est la voix, entendre une voix, la voix de la nation, la voix de l'Algérie. Deuxièmement, la voix, tendant à devenir inaudible, ne perd pas son efficacité. Au contraire, elle devient d'autant plus un pur support d'une parole collective qui, pour se l'approprier, doit en combler les trous, en remplir les non-dits, en interpréter les ambiguïtés pour le voisin, qui vient demander qu'est-ce qu'il a dit là dans l'émission, etc., qui doit en interroger collectivement les silences, qui doit en reconstruire collectivement, à partir des lambeaux de phrases captées tant bien que mal, le récit, un récit d'ensemble, le récit des batailles de plus en plus glorieuses, dit Fanon, qui dessine en clair l'effondrement de la puissance occupante. On pourrait dire en termes bergsonno-deleuziens que la voix de l'Algérie, ici, cette voix brouillée, spectrale, rendue spectrale par le brouillage des ondes par l'armée française, devient le support d'une pure fonction de fabulation créatrice, de production d'images grandioses, nécessairement évidemment en excès sur le modèle du vrai, mais qui fait chuter d'autant mieux la densité de l'ennemi. D'où, en troisième et dernier lieu, quelque chose qui relève bien du mécanisme de l'hallucination, là même évidemment où Fanon se garde bien de pathologiser le processus révolutionnaire. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut faire. Il ne s'agit pas du tout d'attacher au processus de la révolution quoi que ce soit de morbide. Simplement, les termes mêmes qu'il emploie expriment de façon assez transparente cette dimension impolitique du symptôme sur laquelle ce processus politique se trouve inévitablement branché. Je cite une dernière fois Fanon. « Cette voix que l'on sent présente, dont on devine la réalité, comparée à l'importance des ondes de brouillage émises par les stations spécialisées ennemies, prend de plus en plus de poids. C'est la puissance du sabotage ennemi qui souligne la réalité et l'intensité de l'expression nationale. Parole de l'Algérie, parole en italique, et voix en italique avec une majuscule, voix de chaque Algérien, le caractère quasi fantomatique de la radio des Moudjahidines confère au combat son maximum d'existence. Cette voix souvent absente, physiquement inaudible, que chacun sent monter en lui, fondée sur une perception intérieure qui est celle de la patrie, se matérialise de façon non récusable. Chaque Algérien, pour sa part, émet et transmet le langage nouveau. La modalité d'existence de cette voix rappelle à plus d'un titre celle de la Révolution elle-même, présente atmosphériquement, mais non objectivement, en morceaux détachés. Voix absente, physiquement inaudible, que chacun sent monter en lui, fondée sur une perception intérieure qui est celle de la patrie et que l'on doit pourtant entendre du dehors par les ondes radio, c'est la formule même de l'hallucination. Évidemment, c'est une formule en même temps circulaire, puisque cette patrie irrécusable, cette nation devenant sujet d'énonciation parlant en chacun, se nommant par la voix radiophonique, n'est évidemment pas séparable du montage pulsionnel, autant que technico-politique, de la voix radiophonique et du dispositif radiophonique et de son appropriation matérielle et physique. C'est en ce sens que la voix radiophonique fonctionne ici comme un objet pulsionnel,
l'objet métonymique de la nation comme cause absente de la révolution, et pourtant une cause rendue archi-présente, fût-ce sous cette forme spectrale d'un grésillement sonore où l'on veut encore entendre la résistance qu'une voix collective, à la fois innombrable et unifiée, oppose à son propre effacement par l'armée d'occupation. Bon, alors, je ne sais pas trop comment conclure à partir de ça. Simplement qu'évidemment, tout le problème que Fanon ne résout pas du tout, je crois, mais au moins qu'il permet de poser ou qu'il laisse en suspens par la manière même, par son style, encore une fois, et sa stratégie narrative, le problème que pose Fanon, c'est évidemment la question de savoir comment la politique peut manier ces dynamiques, je parlais de dynamiques de type pulsionnel, dont elle a besoin, ou en tout cas dont elle ne peut pas faire l'économie, et pourtant sur lesquelles elle ne peut exercer aucune maîtrise, c'est-à-dire on ne codifie pas stratégiquement de la pulsion. C'est ça le problème. Bon. Donc ça relèverait de ce que Balibar appellerait la dimension de la politique comme civilité, c'est-à-dire un niveau de la politique où la politique se confronte en quelque sorte à ces conditions qui sont à la fois des conditions de possibilité et des conditions d'impossibilité. Et je crois que quelque chose de l'ordre de l'hallucination auditive, dans le maniement des voix à l'intérieur d'une scène politique, pourrait être situé à ce niveau-là. Bon. Voilà, écoutez, j'arrête là, je crois que j'ai assez tenu le crachoir. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Très bien, je crois qu'on a un petit peu de temps pour quelques questions, mais pas trop, pour passer ensuite à un débat un peu plus large ou table ronde, comme on l'appelle. Mais s'il vous plaît, des questions pour Guillaume. Oui, please. Merci pour la conférence. Est-ce qu'on sait par quel auteur il a été influencé? Est-ce qu'il a vécu d'autres expériences avant de vivre l'expérience en Algérie? Est-ce qu'il n'avait pas de contact avec le mouvement Douchimi? Parce que je sais qu'au niveau du Félin, il y avait plusieurs tendances. Et la lutte armée a essayé de faire une alliance très large. Et c'est la petite question. Il y a une observation, c'est que au sujet de la radio, il y a un élément important, c'est l'influence de Sawt al-Arab. Sawt al-Arab, ça veut dire la voix des Arabes, qui était au Caire, tenue par des réfugiés algériens qui vivaient au Caire, qui faisaient partie intégrante du mouvement. Et cette radio était tellement importante parce qu'elle était écoutée dans tout le Maghreb. Et à l'époque, il y avait des antennes, on les voyait de l'extérieur. Et à ce point-là, c'était un crime d'écouter la radio. Et vous avez parlé du brouillage, ceci n'a pas été efficace, ce qui fait qu'après, il y avait des confiscations des radios, carrément. Bon. Oui, je vous remercie. C'est moins des questions que des compléments et des ajouts. Pour la voix des Arabes au Caire, Fanon le mentionne en fait. Ouais, il mentionne. Et alors ça intervient pour lui, ça a une importance multiple. Bon, d'abord sur le fait quelque chose sur lequel il insiste toujours, sur le fait que la lutte de libération algérienne est incompréhensible sans une conjoncture globale. Donc là, c'est évidemment le mouvement d'exil des résistants, des combattants algériens, etc. Et c'est le système d'information qui circule effectivement. Donc ça c'est un point très très important. Il le relie aussi à une autre dimension de son analyse à l'occasion de son examen du dispositif radiophonique, qui est la question linguistique. C'est-à-dire, j'ai insisté sur la question de la voix. Je voulais faire une translation du nom, parce que quand on pose la question du pouvoir du nom, je serais simulé par vos interventions liminaires au début de la journée, mais évidemment on prend tout de suite le nom comme opérateur symbolique. Bon. Et du coup, ça m'intéressait de voir comment on pouvait travailler sur la matérialité phonique du nom. C'est-à-dire, très concrètement, le nom, ça se prononce. Ça se crache à la gueule de quelqu'un quand on veut l'insulter ou le stigmatiser, on riposte, etc. Mais donc, il faut une voix. Et donc, il y a une fabrique de la voix. La voix n'existe pas toute seule. Bon. Elle est médiatisée technologiquement, mais elle est médiatisée déjà corporellement, et elle est médiatisée aussi psychiquement et pulsionnellement. Donc, c'était pour ça que je prenais la question de la voix. Mais évidemment, entre les deux, il y a la question qu'on pourrait aussi aborder pour traiter la question de la violence des noms, qui est la question linguistique. Bon. Et le fait que les radios, le système radiophonique d'information des combattants algériens soit
un système transnational, enfin, où on parle arabe, où on parle aussi français, hein, et quelque chose pour Fanon de très important. Parce que pour lui, c'est déjà l'incarnation dans la matérialité linguistique même qui est utilisée à la radio, de justement quelque chose comme un universalisme ou comme un internationalisme en tout cas, c'est-à-dire quelque chose qui, à l'intérieur même de la lutte de libération nationale, serait capable de se projeter déjà au-delà de la nation. En tout cas, au-delà du nationalisme. Et c'est fondamental. C'est très bizarre qu'on continue encore à faire de Fanon une sorte de héros de chantre du nationalisme, etc. Alors qu'il est toujours, il est très, très subtil. Enfin, il n'analyse jamais le nationalisme de libération sans analyser en même temps les ambivalences et les problèmes qui vont se poser inévitablement dès le lendemain de l'indépendance. En fait, qui se posent déjà pendant la lutte de libération. C'est dans les années de la Terre. Il y a plein d'analyses sur ce qu'il appelle le racisme dérivatif, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels le nationalisme de libération se retransforme en ultranationalisme, opposant les Africains entre eux, les Africains nouvellement nationalisés entre eux, etc. Donc de ce point de vue-là, la question linguistique et la question de capacité à circuler par la radio entre différents systèmes linguistiques, je pense, a une importance cruciale. Pour la perception de Fanon sur une alliance très large, oui, vous avez raison. Bon, il y a vous mentionnez le mouvement d'Ho Chi Minh, ça je ne sais pas, il faudrait regarder un peu ce que dit Alice Cherki par exemple dans sa biographie. Bon. La question panafricaine est omniprésente. Alice Cherki. Maintenant il y a beaucoup de biographies, je trouve que celle de Cherki est très, très bien faite, elle me semble complète. Mais... Oui, vous avez raison. Très bien. Je peux... Ah oui? Oui, un petit commentaire, puis deux questions. Je suis content que tu utilises ces textes sur la radio, parce que j'ai trouvé aussi, moi je l'ai traduit ces textes en italien il y a quelques années, et j'ai trouvé que c'était les plus extraordinaires parmi ceux qui composent le livre, notamment pour cette force d'évoquer, comme tu dis, ce qui va au-delà du modernisme, la puissance imaginative. Au point que, en parlant des sources, quand je le traduisais, c'est un texte complètement spinoziste, pleinement spinoziste, dans cette idée que l'imagination, c'est une puissance qui bâtit et construit des choses de la même façon où les prophètes, chez Spinoza, ils donnent la voix à Dieu. Mais un prophète n'existe pas, et encore moins Dieu, sans son peuple, sans le peuple qui construit et qui fait quelque chose avec cette voix. Donc c'était un texte justement très 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 fort. Alors, au niveau justement hallucinatoire, et peut-être pour ce qui concerne Fanon lui-même, une question sur lui, tu sais, il a été critiqué beaucoup pour ce qui concerne son activité d'analyse, psychanalyse, parce qu'il ne comprenait pas l'arabe. Il ne parlait pas arabe, mais il ne comprenait pas l'arabe. C'est sur une autre forme, si tu vois, d'hallucination. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en fais de cet aspect-là? Et puis ma deuxième question, c'est toujours sur l'hallucination. J'entends en écho plusieurs catégories théoriques qui pourraient être, je me demande, utiles aujourd'hui à reprendre, à utiliser, à retravailler sur cette idée de construction hallucinatoire de la réalité. Quelles sont ces catégories? Comme tu n'as pas touché du tout à ça, je te vais un peu là-dessus. Ça a été dur, là, en fin de journée. Bon, je sais pas ce que je vais te répondre à la deuxième question, mais comme je vais répondre d'abord très longuement à la première, comme ça on n'aura plus de temps. Et puis alors, je me suis posé la question. Tu as raison, c'est essentiel de savoir. Est-ce que dans ce que Fanon décrit sur le mécanisme hallucinatoire, ce que lui-même présente comme un mécanisme hallucinatoire, est-ce qu'on ne pourrait pas le repenser sous un angle plus, on pourrait dire, ethnopsychiatrique, en fait? Alors, comme l'ethnopsychiatrie fait l'objet de toutes sortes de critiques ces derniers temps, enfin, fait l'objet de polémiques fondées d'ailleurs, mais pas toujours, enfin aussi réductrices à certains égards. Bon, moi, je préférerais laisser le problème ouvert, c'est-à-dire ce qui m'amuserait, en tout cas, c'est de mettre en confrontation les textes des damnés de la Terre, où Fanon est vraiment, alors là, c'est vraiment le Fanon moderniste, qui voit dans les rituels, on imagine les maîtres fous de Jean Rouch, enfin tous les dispositifs traditionnels des techniques d'évitement de la politisation. Il faudrait confronter ça avec le texte sur la voie de l'Algérie, où on pourrait évidemment se demander quels sont les répertoires culturels, mythiques, que sais-je, autochtones, qui prédisposent, disons, à ce rapport-là aux voix.
Comment les djinns parlent, comment on les entend, etc. Est-ce qu'il y a des systèmes de transfert, du coup, de ce phénomène de l'hallucination auditive. Le terme d'hallucination auditive a déjà l'inconvénient d'être déjà un terme d'une médecine, d'une psychiatrie occidentale, codifiée, etc. Bon. Donc voilà, je joue évidemment un plan politique et un plan clinique en essayant de les rebrancher là. Mais évidemment, tu as raison, il y a un tiers terme qui pourrait tout déstabiliser, qui est le point de vue, le point de vue algérien lui-même, ou un point de vue algérien, parce qu'il y en a sans doute déjà beaucoup. Donc ça, il faudrait voir. Mais je me demande si c'est pas en Italie justement qu'il faudrait aller voir dans le centre Fanon qui travaille, non, sur des choses comme ça. Tu vois pas j'oublie le nom, un grand ethnopsychiatre italien. Non. Bon, ça va me revenir. Tu connais peut-être le centre Fanon, c'est pas à Turin, à Torino, non. Bon, je retrouverai. Ta deuxième question, quelle était la plus embarrassante, du coup je l'ai oubliée. Est-ce que sur l'usage contemporain. Alors j'en ai aucune idée. La seule chose que je me disais comme ça en y réfléchissant un peu, j'étais un peu dubitatif ou un peu circonspect sur les discours qu'on fait sur l'usage des nouvelles techniques de communication, d'information par les réseaux, par le téléphone, etc. Et ça a été beaucoup discuté au moment des printemps arabes. Mais j'ai encore rien trouvé qui me convainque vraiment entre l'idéalisation technophile prêtant à des nouveaux dispositifs techniques, des vertus émancipatrices et politisantes absolument illimitées, ou au contraire une sorte de dénigrement rapide comme ça. Bon. Moi, ce qui m'intéresse là, je me dis, Fanon pourrait être intéressant pour dépasser, disons, une perception trop sommaire de ce que c'est qu'une technique et les voies par lesquelles on mobilise la technique dans un rapport politique, dans un rapport de force. C'est à la façon dont la subjectivité est incluse dans la technique. Alors moi, ça me convient très bien parce que j'essaie de lire Fanon comme le premier schizoanalyste. Je suis toujours frappé par l'intérêt que Deleuze-Guattari prêtait à Fanon à une époque où finalement en France, ils n'étaient pas si nombreux à lui prêter cette importance depuis Sartre. Et il me semble que l'une des choses qui circulent du Fanon dont j'ai parlé là à Deleuze-Guattari et l'anti-Oedipe, c'est précisément l'idée que la subjectivité est toujours machinée, donc elle est toujours prise dans des agencements complexes qui incluent aussi des dispositifs techniques. Le machinisme n'est pas que technique, mais il inclut forcément aussi des rouages techniques. Donc penser l'articulation du technique et du pulsionnel, du symptôme au sens psychanalytique, au sens de ce qu'il y a de plus singulier dans un sujet, ça c'est quelque chose qui me paraît au moins problématisable. Voilà. Mais on verra. Si tu as des idées. Ah non. Non. Dommage. Yeah. Ok. Peut-être on prend les deux questions ensemble, comme ça après. On peut faire aussi la table ronde tout de suite, en fait. Ce sont des questions très spécifiques sur ça, on lui pose, pourquoi pas, mais en sachant qu'on ne pourra pas aller à l'infini. La question, c'est sur la. Non, c'est un commentaire sur la voix. Il y a c'est très. Je ne sais pas si tu connais ce livre très intéressant de Mladen Dolar. C'est A Voice and Nothing More. C'est canalisé là-bas. De toute façon, là, il y a une discussion très intéressante du statut, ontologique de la voix à l'intérieur de la psychanalyse. Et il dit quelque chose que je pense c'est intéressant pour ton discours sur Fanon, c'est-à-dire que la voix, c'est ce que le langage et le corps ont en commun, mais c'est ni le langage ni le corps. Et il cherche à expliquer pourquoi à l'intérieur d'un débat psychanalytique. Ça veut dire que la voix, c'est le lieu non-lieu, soit de l'autorité, soit d'une exposition subjective ou d'une déposition subjective. J'ai trouvé ça très intéressant de penser, c'est un peu ça la question, c'est comment tu penses des rapports entre l'analyse, la schizoanalyse du corps, du militant à l'intérieur de Fanon. Et là, c'est le rapport corps-voix, je trouve ça très intéressant, surtout surtout dans l'agencement technique de la radio. Oui. Et l'autre commentaire très bref, c'est que évidemment tu fais théorie en française et pas French theory, parce que la tentation de parler du discours sur la hallucinationalism, je vois déjà
Duke University Press, hallucinations, etc. Donc, la distance à la tentation de pun anglais, c'est vraiment important. Tu aurais des gens comme toi avec eux. Merci de m'avertir des dangers que j'encouvre avec ça. Bon. C'est des relances, enfin il faudrait repartir. Pour te dire, je suis en train d'essayer de travailler en faisant une médiation pour penser à la question du rapport entre la voix et le corps dans le champ politique, mais je suis en train de travailler sur un champ un petit peu annexe, à savoir la façon dont le cinéma et le documentaire militant dans sa crise, disons, post-68, dans les années 70, a essayé de reproblématiser justement le rapport de la voix et du corps au cinéma et dans le cinéma militant. Ça obsédait complètement les rédacteurs des cahiers du cinéma pendant les années 70. Les textes de Bonitzer, de Danet, de Chion sont sortis de cette réflexion-là. Et la question, voilà, la question qui se pose chez Godard, par exemple, Godard dit, moi, mon objectif, c'est de rendre la voix au corps auquel elle a été prélevée. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, hein, les travaux de Danès sur Bresson, comment construire la voix comme un corps, c'est-à-dire faire valoir des corps sonores. Quand Bresson filme des arbres tronçonnés qui tombent comme ça à répétition dans le diable probablement, et qu'on entend le fracas des arbres comme ça, et on entend un cri. C'est bizarre. Le bruit des arbres comme ça, cri. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est plus du bruit et qui s'apparente déjà quasiment à parole. Donc, fabriquer des corps sonores. Bon, qu'est-ce que ça peut signifier, voilà. Donc, je tourne autour de ces questions-là, mais je pense que ça se situe là où tu poses la question. Bon, après, on verra. Yeah. Very short question. May I ask you, Nick? Yes. What do you mean exactly when you use the adjective modernist to fanon? Because, well, the question is, are you using this adjective as something in a certain way within the Western, the concept of modernity by the Western left, not only Marxism, or that's for you something different on Fanon's idea of modernity, or you use modernist as a critique of Western and colonial modernity? Je peux répondre en français, en parlant lentement, un peu les deux. C'est-à-dire, j'entends très simplement, hein, peut-être que le terme, d'ailleurs, je ne tiens pas particulièrement à ce terme lui-même, qui peut prêter sans doute à beaucoup d'équivoques. Je veux simplement dire qu'il y a tout un aspect de la pensée de Fanon qui est un Fanon penseur des grandes structures intellectuelles, disons, produites par l'Occident, qui inclut en particulier une certaine représentation de l'universalisme politique, hein, l'idée que la politique moderne se joue autour de la constitution d'un espace d'universalité, hein, et que Fanon, dans beaucoup de textes, ne critique pas ça. Ce qu'il critique, c'est l'incapacité de l'Europe ou de l'Occident, quel que soit le nom de l'autre qu'on se donne, c'est l'incapacité de l'Occident à réaliser ou à tenir cet universalisme qu'il a produit. Bon. Et donc ça, c'est l'aspect le plus moderniste, c'est l'aspect aussi le plus dialectique de Fanon. C'est-à-dire la question de savoir comment les colonisés, les Suds, les périphéries, vont se réapproprier et réinventer en quelque sorte ce qui leur a d'abord été imposé, ou ce dont ils ont d'abord été exclus, hein, et réaliser mieux que l'Europe elle-même ce qu'elle prétendait affirmer et défendre. Voilà. Donc ça, c'est une ligne chez Fanon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement tout ce qui vient distordre un peu ce Fanon-là. Hein, I don't know, my point of view on this is that Fanon is closer to a Benjaminian idea of history, in the sense that history must be stopped, intended as the autonomization of productive forces. That, as you explained about the rape, because I think that's Fanon's sense of the humanization
of technical tools. So that's why I was asking you, because I don't see Fanon on this productivist line. Moi, je crois qu'il y a les différents aspects chez Fanon. Je pense que c'est pas une pensée qui est simple de ce point de vue-là. Et je suis pas sûr. Alors, oui, peut-être l'histoire doit être arrêtée pour nous en Europe, mais elle peut pas être arrêtée là où on a toujours dit qu'elle avait même pas commencé. C'est-à-dire précisément en Afrique ou dans les... Là, elle doit commencer. Enfin, Fanon, très souvent, en tout cas, dit qu'elle a commencé, elle est en train de commencer. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que je suis sans doute pas une position absolument stable de Fanon là-dessus. Il me semble. Voilà. Wonderful. I think we can smoothly move into the round table without a break, or do you want to take a break? No break, so I invite you here. Thanks, Guillaume. Merci beaucoup à vous.